Mesdames, Messieurs, on va reprendre nos travaux. On va entamer cette deuxième partie de matinée. Sans trop tarder, je vais laisser la parole à Dany Nguyen Luong sur le tableau de bord de suivi de la mobilité francilienne et enquête mobilité GNSS. À vous la parole. Très bien. Ah oui. Madame, Monsieur, bonjour. Alors, on ne voit pas l'écran. Il faudrait m'activer l'écran de présentation. Donc, je vais commencer. Donc, on m'a demandé de parler donc, de deux projets menés par l'Institut Paris Région, donc le tableau de bord de suivi de la mobilité et le projet d'enquête mobilité par GPS. Alors, bon, si, c'est bon. Bon, donc d'abord, je vais être plus rapide sur le tableau de bord de suivi de la mobilité. Donc, c'est un projet qu'on a souhaité lancer pendant la crise Covid pour essayer de suivre la mobilité justement pendant la période Covid à partir de données de comptage, tous azimuts, pour tous les modes et par motif de déplacement. Donc, l'idée, c'était d'essayer de collecter des données disponibles d'usage, non pas d'offres, évidemment d'usage, de fréquentation, de les rassembler, de les collecter, de les mettre dans une même plateforme et de les faire évoluer dans le temps pour essayer d'analyser un petit peu l'évolution des mobilités par mode et essayer de les présenter de manière assez visuelle sur ce tableau de bord, cette plateforme. Alors, on a choisi un rythme d'analyse par semaine et une présentation de ces données par mois. Donc, le tableau de bord existe depuis octobre 2020, vous voyez, un peu juste après le début de la crise. Et on a eu beaucoup de retours positifs. L'idée, c'était que les données donc traditionnelles d'enquête, celles qui ont été présentées au cours de la première session, bon, on voit, elles ont toutes leurs valeurs, elles ont tout leur intérêt, elles sont irremplaçables, mais ce qui manquait, c'est peut-être la donnée rafraîchie, la donnée temps réel. La donnée, l'INSEE parle de données haute fréquence, ou encore on parle de données chaudes versus données froides. Donc, les données temps réel. Et puis, petit à petit, au fil des mois, c'est avec petit à petit la fin de la crise Covid, on s'est dit qu'on allait poursuivre ce tableau de bord en essayant de lui donner un peu de plus de recul, en ajoutant des indicateurs d'évolution par rapport à une période pré-Covid, donc avec une situation de référence bien choisie. Et donc, toute la question à l'époque, c'était avec quels moyens financiers on allait lancer ça, et puis avec quels moyens humains. Bon, la slide vous dit on n'avait aucun budget et aucun moyen humain supplémentaire. Donc, c'était un vrai défi qu'on a essayé de relever, et on pense que voilà, c'était un objet qui est apparu dans le paysage, et compte tenu un petit peu de tous les retours qu'on a eus, on pense que ça, effectivement, ça manquait un peu dans le paysage, et donc on compte le poursuivre. Alors, l'idée, c'est ce triptyque: collecter, traiter, visualiser. Donc, voilà. Donc, avec l'idée, là, je passe très vite, de collecter des données, comme je vous disais, temps réel, des données, on parle de big data, les 3V, volume, vélocité, variété, avec donc, alors, donc, c'est pas ça. Pardon.
Voilà, on y arrive. Donc, je vous disais un petit peu aussi cette distinction entre les données classiques, donc de type, on a évoqué ce matin les enquêtes ménage-déplacement, les données de migration alternante du recensement. Il y a aussi les données de comptage des transporteurs, comptage d'enquête origine-destination, pardon, sur les quais de gare. Donc, c'est tous les 4 ans par gare en moyenne. Et les données un petit peu nouvelles à partir de données GPS, de données GSM, les données télébiétiques, les données des caméras, voilà, un peu ce genre de nouvelles données issues un peu donc, du monde numérique qui émergent. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'essayer d'explorer ces nouvelles données. Et en fait, notre tableau de bord de la mobilité préfigure un projet un peu plus large dans notre institut, qui est l'idée de mettre en place un data lab multithématique transversal permettant de faire discuter les data scientists, des spécialistes de la donnée et des experts métiers. Voilà, dans une approche un peu transversale. Donc, c'est un projet qu'on a à l'Institut. On espère le mener en 2023. Donc, un tableau de bord de l'économie, de l'environnement, de l'habitat, etc. Et donc, je reviens sur ce triptyque. Donc, la première phase qui est de la collection, de la collecte de données. Donc, quelles sont les données qu'on a essayé de pister dans nos tableaux de bord au départ? C'est toutes les données évidemment en open data, les comptages routiers à Paris, les comptages vélo à Paris dans les Hauts-de-Seine, les comptages de trafic aérien, covoiturage, registre de preuve du covoiturage, les données de Google Mobility, hein, ça tout le monde les a vues et c'est dommage parce qu'elle a été retirée par Google le mois dernier, donc on ne peut plus explorer cette donnée-là. Les données de fréquentation de la défense, à la défense, pardon, avec les compteurs Winflow mis en place par la RATP et la région. Il y a des données aussi qu'on a obtenues par convention avec des producteurs de données, donc les données de kilomètres de bouchons sur le réseau routier structurant, les données de validation, de validation dans les transports en commun, donc avec la plateforme d'IDFM. Et puis des données quand même, quelques données qu'on a achetées, mais franchement, pour le coût, c'était un coût dérisoire. Il y a comme ça, vous avez des agrégateurs de données des opérateurs privés qui vont collecter des données auprès des nouveaux services de mobilité, des opérateurs de nouveaux services de mobilité, qui les agrègent et les revendent. Voilà, donc il y a comme ça un agrégateur de données du free floating, covoiturage, trottinette, autopartage, trottinette, vélo, et qui les revend donc pour un coût tout à fait raisonnable, c'est moins de 200 € par mois. Voilà, à partir de toutes ces données, qu'est-ce qu'on fait? On les traite et on les visualise. Donc, je vous invite à consulter notre tableau de bord qui est en ligne et qui est d'ailleurs visible sur smartphone, qui est dimensionné également pour être vu sur smartphone et qui nous a permis, alors c'est factuel, hein, c'est de l'évolution dans le temps par mode de la demande de déplacement à partir de comptages. Donc, par exemple, ce tableau de bord nous a permis de montrer, de voir l'explosion du vélo, le retour du trafic automobile qui était plus rapide que celui sur les transports en commun. Par exemple, que le covoiturage aussi était a bien souffert. Hein, donc, vu à partir des données issues des plateformes de covoiturage, et que la remontée est très lente hein, sur le covoiturage, avec des chiffres qui restent au final extrêmement marginaux. Hein. Je parle du covoiturage type domicile-travail, passant par les plateformes. Et tout ce qu'on a vu, tout ce qui a été montré aussi ce matin, à la première session sur l'évolution des motifs de déplacement, on le voit aussi via la plateforme, via les données de Google Mobility, hein, sur les loisirs, les achats, le motif travail.
Et bon, mais ça nous a demandé simplement de la collecte de données, du traitement et de les visualiser, donc finalement sans aucune dépense financière. Évidemment, ces données ont bien leurs limites, hein, vous l'avez bien compris. On n'a pas du tout d'informations sur les profils des usagers, sur les origines destination. Ce sont juste des comptages, mais ils ont l'avantage d'être mis à jour plus régulièrement, jusqu'à même au quotidien, par exemple pour les données de comptage routier et de vélo à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Ce qu'on espère faire aussi, voilà, les perspectives, c'est à terme de développer des processus qui automatisent la chaîne collecte, traitement, visualisation. D'accord. C'est tout à fait possible avec le en open data, de changer aussi l'outil de visualisation qui a atteint ses limites. On utilise un outil qui s'appelle Infogrames. Donc, il y a d'autres outils aujourd'hui sur le marché qui sont beaucoup plus performants, type, bon, je ne vais pas en citer, mais enfin, il y en a d'autres. Et donc, on essaie d'explorer ces nouveaux outils de visualisation. Hein. C'est la visualisation des données, c'est vraiment un métier à part. Ça fait partie même de la science des données. Et sur le fond, on va essayer donc sur cette collecte de données temps réel, essayer de collecter de nouvelles données. Donc, alors, ce n'est pas simple, hein, mais tous les segments toutes les offres de mobilité, par exemple sur le taxi VTC, sur le transport scolaire, les transports d'entreprise, les cars Macron, les grandes lignes. Bon, ces données, aujourd'hui, on ne les a pas forcément en temps réel, entre guillemets. Voilà. Donc, on a beaucoup de données sur l'offre qui est proposée, mais pas sur les données d'usage. Et également, ça a été évoqué ce matin, toutes les données sur le fret et la logistique. Donc, sur la logistique urbaine, par exemple, on connaît des agrégateurs de données, comme pour le free floating, qui proposent des bases de données sur la livraison du dernier kilomètre, le nombre de colis livrés par commune par jour, voire par heure. Ouais, vous voyez, ce genre de… Donc, on explore ces données. C'est même plus qu'explorer. On commence même on va les acquérir avec l'aide de la région. Voilà un petit. Alors tout ça, effectivement, le tableau de bord, il est donc présente des données historisées, factuelles. En fait, ensuite, on ne peut rien interpréter en termes de comportement. On peut faire des hypothèses, mais ensuite, il faut d'autres données, d'autres enquêtes pour pouvoir essayer d'interpréter les résultats. Alors, sans transition, je passe au deuxième projet, qui est l'enquête mobilité par GPS. Donc, c'est un projet qu'on a lancé l'année dernière et qui vise à faire en quelque sorte une synthèse entre les comptages, donc comme je vous ai expliqué précédemment, et les enquêtes plus traditionnelles, type enquête mobilité, enquête ménage-déplacement. Pourquoi? Parce que d'un côté, on va collecter, comme dans les enquêtes ménage-déplacement, les caractéristiques des individus, les motifs, les origines-destinations. D'accord? Et puis d'un autre côté, on va aussi avoir des comptages, puisque le tracking, l'enregistrement des données par GPS nous donne quelque part des comptages sur un itinéraire. Voilà, ça c'est la nouveauté. Donc, quelque part, on fait la synthèse des deux. Et puis, deuxièmement, on essaie d'en faire une méthodologie. On essaie d'élaborer, de construire une méthodologie qui est autonome, dans le sens autoporteuse, c'est-à-dire qui n'est pas adossée à une autre enquête. D'accord. Donc, voilà un peu les deux grands objectifs. Donc, alors pour ce faire, on a fait des expérimentations au cours du premier semestre. D'accord. Et on a lancé l'enquête au deuxième semestre sur un échantillon représentatif de la population francilienne. Voilà, je vais vous en parler juste après. Mais l'idée aussi, c'est d'essayer
avec cette enquête qui a commencé donc, le mi-octobre, au final, de fournir les bases de données à tous les partenaires cofinanceurs. Donc, une base de données, individus, déplacements, trajets, et également la base de données donc du big data des traces GPS, donc des itinéraires. Le projet nous permettra également d'affiner le coût réel d'une enquête de ce type-là. Voilà, donc, c'est une enquête à l'échelle régionale, en conditions réelles. Donc, on pourra estimer un coût moyen par individu. Donc, je vous disais, on a commencé avec un objet. On a commencé il y a une dizaine de jours avec l'objectif d'en faire, de fournir les résultats finaux, les bases de données, dans un an, courant novembre, fin de l'année 2023. Les partenaires sont nombreux. Ils nous ont fait, d'ailleurs, je les remercie encore une fois ici, qui participent au cofinancement. C'est-à-dire évidemment, sans ces partenaires, on n'aurait pas pu aller plus loin, très loin. Donc, les départements de Grande Couronne, la ville de Paris, en premier lieu la région, qui apporte quasiment la moitié du financement, les transporteurs, Vinci Autoroute et un organisme de recherche qui est l'IFP, l'Institut français du pétrole énergie nouvelle. La DRUAT nous accompagne et fait partie d'ailleurs du COPIL, et Île-de-France Mobilier est tenu informé et sera d'ailleurs destinataire des bases de données finales à la demande de la région. On s'est adjoint également un conseil d'experts. On ne fait pas tout ça dans notre coin. Il y a un conseil de scientifiques qui nous accompagne, spécialistes des plans d'échantillonnage, du recrutement, des méthodes de recrutement, des données nouvelles, type GPS, GNSS. GNSS, c'est le nouveau nom du GPS, puisqu'il est multiconstellation, le GNSS. Et puis des experts du post-traitement. Ils ont un rôle consultatif et, par exemple, ils ont validé la méthode de collecte de données que je vais vous présenter. Et c'est le COPIL, il y a le COPIL qui regroupe chaque partenaire, qui reste l'organe décisionnel. Alors, quelle méthode finalement avons-nous choisi à l'issue de la phase d'expérimentation du premier semestre? On parlait ce matin, Île-de-France Mobilité parlait un peu de la méthode de collecte par smartphone. En fait, évidemment, on l'a testé avec deux applications, et alors qui ne sont pas pour le coup passives, mais plutôt, je dirais, actives, dans le sens où les participants sont sollicités pour répondre à des questions qui leur arrivent en pop-up, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut préciser le mode de déplacement, le motif du déplacement. Alors, ça peut se faire en fin de journée, ça peut se faire pendant à la fin de chaque déplacement, etc. Mais ça reste quand même une méthode active où le participant est sollicité. Il se trouve qu'on a testé ces applications, enfin deux applications qui étaient basées sur le même principe. On en est un peu revenu dans le sens où on dépend beaucoup du bon vouloir du participant, on dépend également de la performance du smartphone, bref, et également des algorithmes de détection automatique, parce qu'en fait, des modes sont proposés par défaut, qui sont détectés par les algorithmes de l'application, et ensuite, on peut corriger ou pas. Et donc, on en est un peu revenu, et finalement, en accord avec le conseil scientifique et le comité de pilotage, on a choisi une autre méthode, qui est une méthode, alors pour le coup, complètement passive, puisqu'on confie à chaque participant un petit traceur GPS, un petit boîtier GPS qui est très léger, peu encombrant, il pèse 60 grammes, qu'ils peuvent le mettre dans la poche et qui va enregistrer des déplacements, c'est-à-dire un point toutes les 2 secondes. Et on demande juste aux participants de l'allumer le matin, de le porter sur eux toute la journée et de l'éteindre le soir. Donc, c'est pour le coup complètement passif. Ensuite, c'est une méthodologie que l'on propose en 3 étapes.
en 3 étapes séquentielles. D'ailleurs, d'abord, une pré-enquête sur les caractéristiques socio-économiques et les habitudes de déplacement de l'individu. Donc, ça dure une dizaine de minutes. Deuxièmement, l'enquête proprement dite, donc de collecte automatisée des déplacements, des traces GPS. Et troisièmement, c'est une post-enquête sur le mode téléphonique pour préciser, compléter des informations manquantes ou mal ou pas claires qui sont sorties justement de l'analyse automatisée des traces GPS. Voilà. Donc, l'échantillon, alors c'est très important d'avoir ces 3 étapes séquentielles parce que la méthodologie par smartphone, elle intégrait tout en une seule étape. Là, en fait, le fait de séquencer en 3 étapes séparées permet de contrôler à chaque fois, d'une part, ceux qui sont vraiment motivés, la collecte de données, et ensuite de compléter les informations manquantes. L'échantillon visé comprend 3500 franciliens, plus un suréchantillonnage, je vous en parlerai tout à l'heure, de 450 et de 15 ans et plus. Alors, voilà, on a un calendrier prévisionnel sur à peu près 18 semaines d'enquête, 17 à 18 semaines. Par exemple, cette deuxième semaine, hier, l'enquête, c'était la deuxième semaine d'enquête, il y avait 223 participants. Le plan d'échantillonnage, donc on en parlait un petit peu ce matin, c'est la méthode des quotas, hein, donc versus tirage aléatoire. Elle présente, comme on l'a dit, des biais d'échantillonnage, mais on a essayé de contrôler justement ces biais en recrutant de manière très diversifiée. On a multiplié les canaux de recrutement cet été, donc 38 canaux différents de recrutement, avec quand même un canal principal qui était sur les réseaux sociaux, qui était Facebook. Aujourd'hui, alors au 18 septembre, pardon, donc il y en a eu encore depuis, mais on avait à peu près 13 300 volontaires, dont un peu moins de la moitié venant de Facebook. Tous les partenaires nous ont aidés à recruter. Et donc, il y a une grande variété de participants, enfin de canaux de recrutement, et donc, la méthode des quotas, donc, elle comprend donc des quotas. Donc, on en a 512. Donc, le département de résidence, les tranches d'âge, le genre et les CSP. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que, comme on en a près de 13 000 participants, on va tirer aléatoirement. Vous voyez, donc il y a un peu de mix aussi probabiliste quota. Par quota, on va tirer l'effectif nécessaire pour atteindre le chiffre visé du recensement. Voilà un peu le principe, c'est un mix tirage aléatoire, méthode des quotas. Donc, alors, ce qui est un peu compliqué, c'est évidemment la logistique des traceurs. Hein. Vous voyez, la première semaine, on en a envoyé 592 592. Donc, il faut gérer le retour, etc. Donc, on s'adjoint un prestataire spécialisé en logistique. Et on a dans l'enveloppe qui comprend le traceur GPS, on fournit un protocole d'enquête en 2 pages. Hein, donc, on demande aux participants de lire attentivement. Voilà. Ce journal de bord, il y a un journal de bord, voilà, de ce type-là, où on demande donc chaque jour à chaque participant de le remplir. Il n'y a que des cases à cocher où ils doivent présenter, ils doivent décrire l'enchaînement des déplacements de la journée. Et donc, c'est un fichier qu'ils doivent nous retourner en fin de semaine. Voilà, donc, il y a les modes, les motifs et l'heure de départ. On ne demande pas l'heure d'arrivée, elle sera de toute façon retrouvée, précisée par les traces GPS. Ensuite, ces traces sont analysées de manière automatisée par des algorithmes. On a retenu un prestataire qui s'appelle OV, Exclusio Digital,
et qui a pour le coup des algorithmes extrêmement performants sur la détection des modes, détection des déplacements et des modes, même s'ils sont perfectibles, hein, bien sûr. Et puis, tout est déposé. Alors, le logisticien, lui, quand il télécharge les données, il dépose les fichiers sur un serveur qu'on a mis en place, et le prestataire OV va récupérer ces traces pour les analyser automatiquement. Au final, on se retrouve avec des fichiers par participant bruts, et ensuite, c'est la post-enquête qui va permettre de compléter les informations manquantes ou pas claires. La post-enquête, elle reste pour le coup humaine, voilà, avec des enquêteurs téléphoniques, mais qui sont des enquêteurs téléphoniques qui ne sont pas de simples téléopérateurs qu'on peut trouver dans les enquêtes et qui travaillent dans des call centers. Ils sont capables de préanalyser le fichier en sortie du prestataire qui analyse automatiquement les traces. Deuxièmement, il croise avec le journal de bord. Et troisièmement, avec les données sur les habitudes de déplacement qui sont extraits du formulaire de pré-enquête. On est en train de monter en charge un petit peu sur les moyens humains d'enquêteurs téléphoniques. Au final, les premiers constats, c'est l'avant-dernière slide. Les premiers constats, c'est que suite à la première semaine d'enquête, c'est qu'on est quand même très satisfait de la motivation des participants. On est assez surpris. Ils sont très, très disponibles pour répondre au téléphone. Alors, est-ce que la récompense, alors chacun est récompensé de 30 €. Est-ce que ça a joué? On joue aussi sur la fibre un petit peu intérêt général de l'enquête, hein. Les algorithmes, on a vu de OFF, sont encore améliorables. Bon, on y travaille avec eux. Et en revanche, sur le mode voiture, les traces sont parfaites. Donc, ça reste quand même une expérimentation, hein. On essaie effectivement de produire une base de données, mais on en apprend tous les jours. On espère pouvoir proposer une méthodologie standard à l'issue de cette expérimentation qui pourrait être dupliquée sur d'autres territoires ou en Île-de-France à d'autres années, avec un coût quand même qui est un coût qui serait plus réduit par rapport à une enquête classique. En conclusion, on a 2 projets quand même qui sont placés sous le signe de l'innovation, donc du big data, de l'automatisation. Alors, elles sont complémentaires, alors j'insiste là-dessus, aux méthodes classiques, hein. On a vu ce matin un peu tout l'intérêt de ces enquêtes classiques, de ces données traditionnelles. Elles ont pour principal intérêt de rafraîchir la connaissance de la mobilité, voilà, à des périodes plus resserrées, à des coûts qui sont moindres, plus faibles que par les méthodes classiques. Et néanmoins, la partie humaine reste encore tout à fait indispensable pour l'instant, hein. Idéalement, à terme, c'est vrai qu'on aimerait avoir des enquêtes qui soient complètement menées par smartphone. Bon, ce serait l'idéal. On évite la logistique des traceurs. On n'y est pas pour l'instant encore. Et donc, mais c'est quand même donc, c'est quand même une méthodologie qui permet de qui dans la tendance un petit peu de toutes les enquêtes utilisant les données numériques, et qui est plus économe en ressources humaines, mais néanmoins qui permet de monter en compétences, enfin sur les enquêtes sur la partie humaine. Voilà. Merci. On va devoir effectivement s'arrêter. On bascule tout de suite avec Guillaume Tremblin sur la deuxième partie. Oui, bonjour. Donc, Guillaume Tremblin pour la DRIEAT. Je suis chef adjoint du département modélisation et études de la mobilité et je vais vous parler aujourd'hui de l'intégration d'hypothèses d'évolution des comportements
des Franciliens pour l'analyse prospective de la mobilité. Donc, ce qu'on fait avec Modus. Il faut cliquer du coup. Il faut cliquer. Ça marche. Okay. D'accord. C'est le bouton vert. OK, ça marche. Merci. Donc, je vais vous parler rapidement de ce qu'est Modus, donc qui est le modèle de déplacement de la dérive AT. Et ensuite, j'aborderai des sujets qu'on a déjà évoqués ce matin, donc qui est la question de la démotorisation des ménages, donc la baisse de l'équipement automobile, quels peuvent être les impacts sur les flux de déplacement en Ile-de-France. La question du coût d'usage des véhicules particuliers, si on prend des hausses tendancielles de ce coût d'usage de la voiture, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la mobilité. Le dernier point, c'est plutôt les effets qui ont été accélérés par la crise sanitaire, donc qui sont le développement du télétravail et la hausse de l'attractivité du vélo. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur les résultats de simulation? Alors, je ne sais pas s'il y a un temps de latence. C'est le vert? Ah oui, non, pardon, d'accord. OK, je comprends. Merci, c'est bon. Je viens de comprendre la symbolique. Donc, le modèle Modus, c'est un modèle de simulation des déplacements à l'échelle de l'Île-de-France. C'est le modèle de l'État, donc qui est développé et exploité en régie par la dérive AT, par mon département. C'est un modèle dont l'objectif initial, c'est d'évaluer l'impact des projets de transport sur la mobilité des Franciliens et plus particulièrement sur l'usage des réseaux de transport. Donc, son territoire, c'est l'ensemble de la région Île-de-France. Il s'intéresse, du coup, comme on est sur une question de fréquentation des réseaux de transport, on s'intéresse particulièrement à la mobilité d'un jour de semaine, donc un jour ouvrable de base, comme ça a pu être évoqué concernant les enquêtes tout à l'heure. Et on est aussi sur des horizons relativement courts, donc de 5, 10, 15, voire 20 ans, dans la mesure où on s'appuie sur des comportements de mobilité qui ont été observés dans des enquêtes les plus récentes possibles. C'est un modèle du coup qui s'appuie sur une offre de transport qui est décrite à travers le réseau routier et le réseau de transport collectif sous un logiciel qui s'appelle Zoom, et à travers lequel on va analyser l'évolution d'indicateurs tels que la charge des réseaux, donc leur saturation par rapport à leur capacité à écouler le trafic, les vitesses, les temps de parcours, et également pouvoir regarder comment se passent les correspondances dans les modes de transport collectif, construire des données d'isochrone, donc de temps de parcours et d'évolution de ces temps de parcours sur le territoire. Les usages qu'on a de ce modèle en Île-de-France, c'est notamment, ça contribue à l'analyse de l'impact sur le trafic de la zone à faible émission de la métropole du Grand Paris. Ça a contribué aussi à étudier l'opportunité de grands projets comme le Grand Paris Express. Alors bien sûr, ça concourt à d'autres analyses qui sont conduites avec d'autres modèles en Île-de-France, notamment celui d'Île-de-France Mobilité. C'est aussi un outil qui sert de donnée d'entrée pour des études régionales, donc il va servir de base pour après construire des scénarios sur les Jeux Olympiques ou pour construire des scénarios sur le plan de protection de l'atmosphère qui est en cours d'élaboration, ou plus simplement des scénarios prospectifs qui vont alimenter après des études de trafic plus locales portées par des bureaux d'études pour des maîtres d'ouvrage comme les collectivités, pour aller analyser dans un contexte futur de mise en service d'un projet les impacts du projet qui est porté par la collectivité. Le modèle routier de Modus, du coup, donc sur la partie réseau routier, a été largement diffusé ces dernières années et donc est à la base d'un certain nombre de modèles routiers en Île-de-France, comme ceux de la ville de Paris et de certains conseils départementaux, ou d'autres opérateurs comme Aéroports de Paris, la SNCF ou la RATP. Le modèle Modus, c'est un modèle agrégé, c'est-à-dire qu'on a parlé d'enquêter des usagers dans les présentations précédentes. Dans Modus, on va agréger ces résultats, on ne va pas rester à l'échelle des individus et de leur chaîne de déplacement au cours de la journée. On va être sur un modèle où on va simplement regarder les flux entre une zone d'origine et une zone de destination du modèle à une échelle agrégée, donc de l'ensemble des déplacements qui se font entre ces deux zones. C'est un modèle à 4 étapes donc, qui séquence les déplacements à partir d'une génération depuis et vers chaque zone, d'une distribution de ces déplacements pour déterminer le choix de la destination, d'un choix modal, donc on a déjà évoqué à travers les enquêtes, et puis ensuite d'un choix d'itinéraire donc sur les réseaux en déterminant quel est le parcours qu'on va réaliser qui est le plus optimum pour se déplacer. La particularité de cette version 3 de Modus, c'est que c'est un modèle qui fonctionne par période.
donc avec une période de pointe du matin qui s'étend de 6h à 10h du matin et une période de pointe du soir qui s'étend de 16h à 20h. Voilà. Alors, je ne vais pas vous détailler cette slide en détail. Ce que je veux mettre ici, c'est que vous avez en fait, de manière symbolique, toutes les pastilles roses. C'est ce qu'on met habituellement en entrée du modèle. Donc, ça va être toutes nos données qu'on va faire varier dans nos scénarios d'analyse. Donc, on va faire varier les évolutions, la population, les emplois. On va faire varier les offres de transport, précisément, qui sont souvent l'objet de notre analyse. Et on va faire varier tout ce qui est hypothèse de demande externe. Et ensuite, tout ce qui est fixe normalement dans le modèle, c'est toutes les briques blanches, donc qui sont les étapes du modèle qui sont basées sur les comportements calibrés dans l'enquête globale transport de 2010, qui est la dernière enquête complète dont on dispose sur le territoire de l'Île-de-France, même si on a des éclairages par les enquêtes plus récentes qui ont été présentées ce matin. Et ce qu'on va analyser en sortie de Modus, donc c'est toutes ces pastilles vertes qui vont être les réseaux chargés, les matrices de demande et les matrices de temps de parcours. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est c'est ce qu'on fait habituellement. On va faire varier la population, les emplois, l'offre de transport. La question qui se pose, c'est avec la crise sanitaire, avec certaines évolutions d'offre de transport qu'on n'avait pas l'habitude de faire varier, eh bien, on peut se poser la question de leur impact sur les flux. Donc, le premier sujet, c'est celui de ce que j'appelle la démotorisation en Île-de-France. Donc, c'est la baisse de l'équipement automobile et des ménages qu'on constate, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, à des niveaux plus ou moins intenses et plus ou moins précoces donc dans le cœur de l'agglomération. Donc, par exemple, à Paris, on voit que dès les années 2000, on commence à avoir un recul. Et donc, ça fait déjà 20 ans qu'on a un recul du niveau d'équipement des ménages dans Paris. On a un recul qui s'est amorcé un peu plus tard, mais qui existe aussi déjà de manière assez significative en petite couronne. Et on a un recul qui commence peut-être à s'amorcer un petit peu en grande couronne, si on se base sur les derniers résultats, mais qui est en ampleur beaucoup plus faible que ce qu'on peut voir dans le cœur de l'agglomération. Donc ça, c'est le graphique de gauche. Et le graphique de droite, en fait, montre que cette évolution-là à l'échelle des territoires, elle cache quand même deux phénomènes. C'est que historiquement, si on reprend les anciennes enquêtes Global Transport sur la région Île-de-France, on avait historiquement une croissance de la motorisation des ménages. Donc le graphique de droite, pour vous l'expliquer un peu plus simplement, vous avez une représentation du nombre moyen de véhicules dans le ménage en fonction de l'âge de la personne de référence du ménage. Donc, vous avez les jeunes à gauche et les personnes les plus âgées à droite. Et ce qu'on voyait historiquement, c'est entre la courbe rouge, puis la courbe jaune, puis la courbe bleue, on a une croissance de la motorisation des retraités sur la fin du siècle dernier et même le début de ce siècle. Et si vous voyez les pointillés, on voit que ces retraités-là sont toujours relativement fortement motorisés. Par contre, ce qu'on commence à constater, c'est une baisse de la motorisation chez les ménages les plus jeunes, notamment les ménages actifs aussi. Donc forcément, tout ça devrait être consolidé avec des enquêtes plus fines, mais on peut retrouver ce genre d'informations aussi en exploitant les données de l'INSEE sur la possession des véhicules. Donc, si on prolonge ces tendances-là qu'on a pu observer sur les dernières années, donc les tendances dont je parlais à gauche, de décroissance de la motorisation dans Paris, voilà la forme que prendront les résultats que je vais vous présenter à chaque fois. Les effets ne sont pas les mêmes selon qu'on est sur des déplacements de courte ou longue portée, parce que la voiture, elle n'est pas forcément compétitive de la même façon sur des déplacements de courte et longue portée par rapport aux autres alternatives modales. Donc, ce qui est représenté dans le graphique à chaque fois, c'est par classe de distance, donc par classe de portée, c'est-à-dire la distance à vol d'oiseau du déplacement, comment évolue la demande pour chaque mode. Et donc, en orange, c'est la baisse qu'on observe naturellement, puisqu'on suppose qu'il y a moins de personnes équipées d'automobiles. On a une baisse des déplacements en voiture. Et vous avez une hausse sur les courtes portées qui est plutôt portée par la marche, donc en gris, et pour les portées moyennes et longues, portées par les transports collectifs, en bleu sur le graphique. Donc, on a ce transfert-là qui s'opère. Le fait aussi qu'on ait une baisse de la motorisation des ménages fait que nécessairement, les zones qui sont desservies par les transports collectifs vont être plus attractives en termes de destination des déplacements que celles qui sont accessibles uniquement en voiture. Au niveau du choix modal, ça veut dire qu'on a une baisse des flux de 4 à 6%, une hausse des flux de transport collectif de 4 à 6% pour la voiture, une hausse de 3 à 5% pour les transports collectifs, et une hausse aussi de la marche, donc plutôt sur la courte distance, de 3%. Il y a assez peu d'effets dans le modèle sur les flux de cyclistes parce qu'on ne modélise pas de manière très explicite la réaction des cyclistes, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Un autre impact, c'est qu'il y a structurellement, si on regarde ce qui se passe sur le réseau routier, on ne va pas pouvoir voir nécessairement cette baisse de trafic directement sur les comptages du réseau
de la DIRIF ou des réseaux structurants en Île-de-France, parce qu'en fait, il va y avoir un effet de redirection. À mesure que la demande routière va diminuer, les usagers vont se rediriger vers les réseaux de voies rapides et ne vont pas forcément continuer à utiliser leurs itinéraires secondaires qui permettaient d'esquiver les bouchons. Donc, on va avoir un effet qui va être 2 à 3 fois plus élevé sur le réseau local de cette baisse de la motorisation que sur le réseau de voies rapides. La question du coût. Alors, on a pu voir que dans la présentation du bilan du PDU Île-de-France, que le coût des carburants n'a pas forcément évolué de manière très significative sur les 10 dernières années. Dans Modus, on a une approche de ce coût-là pour la détermination donc, des choix de mode de transport et des choix de destination également, qui est basée en fait sur des statistiques qui avaient l'avantage d'être fournies à l'échelle de chaque région de l'Île-de-France et qui étaient publiées annuellement par l'Automobile Club, qui présentait du coup les différentes dépenses allouées à chacun des postes concernant la voiture. Et ce que nous, on avait retenu dans Modus, c'était de tenir compte des dépenses de carburant, d'entretien et aussi des dépenses de péage de manière un peu plus particulière. Donc, quand on ramenait ça au kilométrage moyen annuel parcouru par les voitures des habitants de l'Île-de-France, ça nous donnait un coût moyen pour la voiture. Quand on utilise les hypothèses d'évolution des coûts à l'échelle nationale. Donc ça, c'est des hypothèses qui sont définies dans les fiches outils pour l'évaluation socio-économique des projets de transport par le ministère de la transition écologique et solidaire. Vous avez donc ces fiches outils qui datent quand même un peu, qui datent de 2014, une tendance qui était dessinée entre 2015 et 2030 du fait de la raréfaction des énergies fossiles, une tendance à la hausse naturelle du coup, entre 2015 et 2030, qui faisait en moyenne une hausse de 2 points par an des dépenses de carburant, en tout cas des prix du carburant sur cette période-là, et une hausse supposée de 1 point par an en euros constants, je précise, sur la même période pour ce qui est des dépenses d'entretien. Donc, quand on intègre ça à notre modèle, ça fait une croissance grosso modo en Île-de-France, moyenne de 1,3 points par an du coût d'usage de la voiture. Ce qu'on prévoyait par exemple dans ces directives nationales, c'est que le niveau de prix qu'on rencontrerait en 2030 correspond en fait un peu au niveau de prix qu'on a constaté en ce début d'année. Donc on avait presque atteint le niveau de prix qu'on envisageait plutôt à l'horizon 2030 dans les perspectives du ministère. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi devenu un sujet d'intégration dans nos hypothèses. Et donc, on a appliqué cette croissance-là à notre scénario. Alors, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais les statistiques de flux que je commente, c'est des flux en période de pointe du matin à l'horizon 2030. Et donc, si on regarde ce que ça fait comme impact sur le réseau, là encore, forcément, on va être dans une décroissance de l'usage de la voiture, puisqu'on augmente uniquement le coût de la voiture, qui va se reporter pour ce qui est des courtes distances vers la marche à pied et pour ce qui est des longues distances vers les transports collectifs. Alors, il y a des effets un peu retors de cette évolution du coût de la voiture, du coût d'usage de la voiture. Forcément, ça va changer aussi les choix de destination parce que en rendant plus coûteux le fait de se déplacer loin, ça va avoir tendance à rapprocher les déplacements vers la courte portée, sauf pour les destinations qui sont desservies en transport collectif et qui restent performantes en termes de déplacement. Et voilà, au niveau du choix modal, je l'ai déjà commenté, donc j'en dirai pas plus. Et pour le dernier effet, c'est forcément celui qui a été favorisé par la crise sanitaire. Donc, c'est les deux accélérateurs qu'on peut évoquer, c'est effectivement l'accélérateur du télétravail, donc de recours au télétravail dans l'organisation du travail, qui a un impact sur la mobilité qui est non négligeable, et la question de l'usage du vélo. Ce que vous voyez là comme graphique, c'est un graphique qui a été publié et actualisé cette année dans une note d'un collectif. Donc, c'est publié par l'Institut Paris Région, mais dans un collectif qui est associé à la Mass Transit Academy, donc une émanation de Kizio et de SNCF Transilien, et qui est associé à d'autres partenaires. Nous étions aussi partenaires de cette étude. C'est un graphique qui présente en fait depuis 2019 et au cours des différentes périodes de la crise sanitaire, l'évolution en bleu de la fréquentation du mass transit, donc à partir des données fournies par Île-de-France Mobilité, et en jaune ou marron, je ne sais pas comment qualifier cette couleur, l'évolution du trafic sur le réseau routier, alors le réseau de voies rapides.
Ce qu'on a pu évoquer ce matin, c'est qu'effectivement, il y avait une reprise du trafic routier beaucoup plus rapide en sortie de crise que dans le mass transit, qui avait des effets liés à la fois à la crise sanitaire, donc à la défiance vis-à-vis de l'usage des transports collectifs, mais probablement aussi des effets qui étaient plus liés au télétravail et au fait que les lieux desservis en transport en commun sont plus propices à un recours au télétravail pour ce qui est des emplois que le reste de l'Île-de-France. Je ne vais pas détailler ces slides en commun. Mes slides sont globalement plus riches que ce que je vous dis oralement. Donc, si vous avez besoin de creuser, vous avez les éléments. Donc, la question de comment on intègre le développement du télétravail dans Modus, nous, on l'a traité avec 3 éléments. La question de cartographier quelle était la part de l'emploi télétravaillable sur le territoire en Île-de-France et de la même manière quelle était la part des actifs qui occupaient ces emplois et comment ils étaient répartis sur le territoire. Donc, c'est le graphique que vous avez à droite où on voit département par département la proportion des emplois qu'on a considérés comme télétravaillables dans l'ensemble de l'offre sur le territoire. Ensuite, quelle est la proportion des travailleurs qui vont se mettre à télétravailler et à quelle fréquence ils vont télétravailler. Et le dernier élément, c'est quelle va être l'incidence du télétravail sur la baisse de la mobilité un jour donné. Donc, c'est la combinaison de tous ces facteurs-là qui va introduire une baisse de déplacement dans le modèle. Si on considère que parmi l'ensemble des emplois télétravaillables, les 3/4 sont effectivement télétravaillés à raison d'1,5 jours par semaine, ça va entraîner une baisse des flux liés au travail de 13% à l'échelle de la région. Néanmoins, tous ces effets-là, ils ne prennent pas en compte une des choses qui est très spécifique au télétravail, qui est la question de l'évolution des rythmes hebdomadaires, à savoir que on a pu voir, et c'est aussi notre publication de la note que j'évoquais tout à l'heure sur le mass transit à l'heure du télétravail et de la sobriété énergétique qui est publiée en octobre 2022 par l'IPR, c'est que les télétravailleurs ont tendance à télétravailler davantage le vendredi, c'est quelque chose qui a aussi été relevé tout à l'heure. Et donc, forcément, nos modèles qui simulent un jour moyen du lundi au vendredi n'a pas forcément tout à fait la même pertinence selon qu'on s'intéresse à ce qui se passe un vendredi ou ce qui se passe le reste de la semaine. Donc, ces simulations-là, on ne peut pas les faire si on prend un niveau moyen de fréquence de télétravail au cours de la semaine. Donc, ça va nous obliger à travailler avec différents scénarios. Concernant le vélo, je vous présenterai les résultats cumulés juste après. Vous avez ici un graphique qui est issu du tableau de bord des mobilités que produit l'Institut Paris Région, qui vient récolter les données des capteurs de trafic vélo sur le réseau parisien et le réseau des Hauts-de-Seine. Et donc, qui vous montre aussi l'évolution. Alors, ce n'est pas un document annoté avec les périodes de crise sanitaire, mais on est à nouveau sur du 2020-2022, jusque juin 2022, je crois, ou même septembre 2022 pour les dernières données, de l'évolution relative du vélo, du nombre de vélos sur les routes au cours de cette période. Et on a pu constater globalement qu'il y avait effectivement une hausse de la pratique du vélo, ce qui a été aussi relevé dans les enquêtes d'Île-de-France Mobilité, dans les enquêtes Covid, qui peuvent nous inciter à dire voilà, le vélo a bel et bien progressé. Au niveau de la perspective de mobilité qui est prévue par le gouvernement, il y a un plan vélo pour soutenir justement la croissance de ce mode de transport. Comme dans le modèle, on n'est pas en capacité de faire réagir à une offre spécifique les usagers et les déplacements qu'on va simuler, on va être obligé de prendre des hypothèses de comment la part modale du vélo est susceptible d'évoluer. Donc, on va pouvoir décider, est-ce qu'on prend les objectifs fixés par le gouvernement en 2030 ou est-ce qu'on prend quelque chose de plus modéré par rapport à l'évolution des comportements. Et c'est de cette manière-là, donc les objectifs du gouvernement, c'est une multiplication par 3 de la part modale du vélo à l'échelle de la France entière. Forcément, la traduction à l'Île-de-France, on peut se poser la question de comment cela va se traduire. Si on prend cette hypothèse-là d'une multiplication par 3 de la part modale du vélo, voilà les effets cumulés avec le télétravail qu'on va pouvoir obtenir, qui vont être un peu à l'inverse des 2 effets précédents. Les effets précédents, je vous montrais que la voiture diminuait au profit des transports collectifs et de la marche. Ici, les résultats dans le modèle vont nous produire du coup une baisse des déplacements liés au travail, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui fait que les déplacements de longue portée, puisqu'en Île-de-France, on se déplace quand même relativement loin pour aller travailler, vont réduire et vont réduire plus fortement dans les transports collectifs que dans la voiture,
dans la mesure où les emplois qui sont desservis en transport collectif sont plus propices à la pratique du télétravail que les emplois qui ne sont accessibles que par la voiture. Et forcément, la hausse de la part modale du vélo à l'échelle de la région fait une croissance notable des flux de cyclistes sur le territoire, puisqu'une multiplication par 3, c'est loin d'être négligeable. Il faudra se poser la question au détriment de quel mode de transport se fait cette transition vers le vélo. Est-ce qu'on prend de la part modale au transport collectif, à la voiture ou à la marche en incitant les gens à circuler à vélo? L'idée est effectivement, et le souhait, c'est que les automobilistes passent au vélo. Ce n'est pas forcément ça qui se produira en encourageant tout le monde de toute façon à la pratique du vélo. Quand on a ça, en fait, du coup, c'est un exercice, tout ça, c'est des exercices de prospective où on travaille sous différentes hypothèses. On n'est pas en capacité aujourd'hui de dire en 2030, ça sera telle fréquence le niveau télétravail, ça sera tant le coût de la voiture, etc. Donc, on est obligé de travailler avec ces scénarios et de travailler avec plusieurs scénarios pour, selon les objectifs de ce qu'on veut étudier, pouvoir discriminer entre… si je suis sur un travail de dimensionnement, je vais quand même avoir besoin de pouvoir transporter tout le monde du lundi au jeudi. Donc, prendre un niveau de trafic moyen sur les 5 jours de la semaine, la question se pose, est-ce que c'est pertinent de dimensionner par rapport à un jour moyen ou est-ce qu'il ne faut pas conserver quand même des hypothèses plutôt limitées sur le télétravail pour dimensionner l'infrastructure? Par contre, si on est dans un objectif d'évaluation socio-économique de l'impact du projet globalement, on peut effectivement essayer de rester sur cette dynamique de jour moyen. Je n'aurai pas de diapo conclusive, mais c'est ça qui fait lieu de conclusion. Donc, je prends vos questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup aux intervenants. Alors, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions successivement. Et on prendra également les questions sur le chat et on demandera à nos intervenants de répondre globalement à vos questions. Il y a des questions en salle que je ne vous dissuade pas pour autant. Si, j'ai eu cet effet. Alors, sinon, sur le chat. Oui, nous avons 2 questions sur le chat de Madame Aboudi de l'INSEE. Donc, une première pour l'Institut Paris Région. Madame Aboudi demande comment distingue-t-on les traces en vélo-trottinette qui se déroulent sur les mêmes voies et à des vitesses similaires, uniquement via le déclaratif? Et une seconde question pour la DRIAT. Est-ce que les types d'emplois qui sont pris en compte dans cette quels sont les types d'emplois qui sont pris en compte dans cette modélisation? Certaines professions me semblent prisonnières du véhicule particulier, par exemple les infirmiers, les aides à domicile, et notamment les emplois qui ne peuvent s'appuyer sur les transports en commun, comme les ouvriers qui travaillent à l'usine ou en horaire décalé. Bien, merci. Est-ce que cela vous a laissé le temps de formuler des questions? Non? Ok. On va passer aux réponses. En plus, on est pris par le temps, donc ça nous arrange. On commence par l'Institut Hyper. Alors, sur la détection des modes, je vous disais que les algorithmes du prestataire sont, à notre avis, ceux de l'état de l'art aujourd'hui. On a consulté 3 prestataires différents, donc ils se valent, mais quand même, 2 qui ressortent clairement. La détection du mode vélo, trottinette n'est pas au point aujourd'hui. D'accord ? Donc, c'est bien le journal de bord qui permet d'identifier ces modes actifs. Je vous disais que les algorithmes sont très bons sur la détection du mode voiture, des transports ferrés. Derrière, il y a des algorithmes qui se basent sur ce qu'on appelle le map matching, mais également sur des caractéristiques cinématiques de chacun des modes. Mais pour le vélo, trottinette, on n'y est pas encore. Donc, on y travaille, tout le monde y travaille, il y a des chercheurs qui y travaillent, mais en pratique, aujourd'hui, ce n'est pas encore au point. Pour ce qui est des types d'emplois qu'on considère notamment pour le télétravail ou pour même le report modal, en fait, pour la question du télétravail, on s'est basé sur des hypothèses de l'Observatoire français des conjonctures économiques qui évaluait à l'échelle de la France entière quelle était la part
des emplois par CSP, donc pour les 6 CSP d'actifs de l'INSEE, quelle était la part des emplois qui étaient télétravaillables. Donc, par exemple, pour les cadres, on avait 85% des emplois qui étaient jugés télétravaillables dans cet exercice. Et bien sûr, pour les autres catégories d'emplois, notamment les ouvriers, il n'y avait pas forcément de potentialité de télétravail sur ce type d'emploi. Et cet exercice-là, après, nous, on l'a décliné à l'échelle de l'Île-de-France pour aller catégoriser quelle était la part des emplois télétravaillables ou non dans le modèle, sachant que dans le modèle, on sépare de toute façon tout ce qui est cadre et profession intellectuelle supérieure. Donc la CS3 de l'INSEE, on les met à part du reste des déplacements d'actifs, parce qu'effectivement, à la fois en termes de répartition sur le territoire et de moyens de mobilité à leur disposition, ou même de moyens financiers à leur disposition, on n'a pas tout à fait les mêmes comportements de mobilité. Donc, dans le modèle, on les sépare. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Par contre, la question des travailleurs en horaire décalé ou des travailleurs totalement dépendants de leur voiture pour leur travail, c'est effectivement une question à creuser, mais qui n'est pas à ce stade traitée de manière très fine dans le modèle Modus.